de l'agence de presse sénégalaise, que je connais également très bien, et surtout saluer tous les compagnons et compagnes de Mimi 2024 qui m'ont accompagné aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous dire que c'est avec une grande émotion que je suis aujourd'hui là, à la maison de la presse Babacar Touré. Je disais tout à l'heure que mon cousin, parce qu'il l'est vraiment, Ibrahim Bakhoum, était un compagnon et un grand ami de Babacar Touré. C'était également un très grand ami. Et qu'aujourd'hui, cette belle maison porte son nom. Cela nous va droit au cœur, nous, ses amis et sa famille. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit tout le dynamisme que vous apportez dans vos fonctions toutes nouvelles, dans cette maison qui porte le nom d'un ami qui nous est très cher, ça nous fait un grand plaisir. Je ne sais pas comment vous voulez organiser le format, mais je voudrais tout d'abord souligner l'engagement des journalistes sénégalais d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques envers la presse souvent, mais ces critiques ne s'adressent pas toujours aux véritables professionnels de la presse, qui sont la plupart des journalistes de grande qualité, des intellectuels, mais comme dans toute profession, que ça va de maçon à docteur, journaliste à commerçant, tout n'est jamais rose dans une profession. Mais la presse sénégalaise, notamment si on fait référence aux dernières périodes que nous avons connues avant le 24 mars, la presse sénégalaise a contribué significativement, il faut le dire, au combat démocratique qui nous a permis aujourd'hui de vivre dans un Sénégal de calme et de stabilité. Je voudrais donc leur rendre un hommage appuyé. Je voudrais également tout particulièrement féliciter les journalistes femmes, parce que durant ces moments d'extrême tension où des Sénégalais ont perdu la vie, plus de 80 personnes ont été tuées, et ces 80 personnes-là, encore une fois, justice doit leur être rendue. Pendant ces événements, vous aviez des journalistes femmes également qui étaient sur le terrain. Certaines ont été brutalisées au vu et à la vue du public. Et de ce point de vue-là, il est important que notre presse, qui devra justement réfléchir sur elle-même, je crois que c'est important, pour évidemment séparer la mauvaise graine de l'ivraie. Mais ça, ce n'est pas spécifique à la presse, mais la presse doit le faire pour qu'elle continue à rayonner, parce qu'elle est un élément fondamental de notre démocratie. Je voudrais également saluer le président du conseil d'administration de l'AIBD qui assiste aussi à notre discussion, Abdourahmane Dabo, et évidemment toutes les personnalités qui sont dans la salle. La presse, à mon avis, devra s'adapter également au contexte nouveau dans lequel nous vivons, qui est un contexte, à mon avis, de changement. Vous avez dit dans mon allocution que j'étais une ancienne communiste, et ça c'est le passé, hein? Mais je suis d'une école où le mot révolution est assez courant, bien qu'on le perçoive comme une position extrême, mais on va lui préférer le mot changement. Je pense que nous sommes dans une dynamique de changement tel que l'a voulu le peuple sénégalais le 24 mars dernier. Et il va falloir que tous les segments de la société accompagnent ce changement auquel nous aspirons tous, y compris la presse sénégalaise, qui devra, justement, comme dans toute profession,
élever davantage les standards, se professionnaliser davantage, être à l'écoute des véritables problèmes des Sénégalais, ne pas seulement être une presse politique, mais également une presse, j'oserais dire, citoyenne, qui rend compte des préoccupations des Sénégalais, des préoccupations de tout ordre, préoccupations économiques, culturelles, sportives, pour que justement elle continue à être ce nutriment de notre démocratie. Je voudrais également souligner le caractère jeune de la presse, et cela reflète évidemment notre situation démographique. 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans, donc c'est tout naturellement que les plus de 60 ans deviennent des papis, n'est-ce pas Ibrahima? Et que vos collègues soient de jeunes journalistes. Et je plaide pour une collaboration intergénérationnelle. Et ça, c'est aux journalistes qui ont blanchi sous le harnais qui devront justement tendre la main à leurs collègues talentueux, hein, plus jeunes, qui vivent dans un monde différent, qui s'expriment différemment. J'ai entendu tout à l'heure les slameurs. C'est une forme de communication qui n'existait pas lorsque vous aviez 25 ans ou 30 ans. Et ils contribuent également à diffuser le message. Donc cette collaboration intergénérationnelle me paraît être fondamentale. J'ai parlé des journalistes femmes. Je crois qu'elles doivent être soutenues. Je salue vraiment le projet d'avoir une crèche à la Maison de la Presse. Ce n'est pas des avantages indus qu'on fait aux femmes. Je rappelle que les présidents, les généraux, les médecins, il a bien fallu qu'une femme les mette au monde. Donc elle assure un rôle fondamental pour la perpétuation de nos sociétés, et la société en retour leur doit un minimum d'accommodation. Donc je salue vraiment ce projet de crèche et je pense que toutes les mamans, toutes les dames le saluent avec moi. Je considère également que la presse doit pouvoir faciliter les rapports entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs économiques. Je pense que la Maison de la Presse doit pouvoir abriter des débats sur l'économie avec les acteurs, c'est important. Il faut justement que dans le cadre de votre politique d'animation, nous en avions échangé, vous avez de grandes ambitions, que cette Maison de la Presse également abrite ces débats-là. Je considère que le débat culturel est important. Je voudrais saluer d'ailleurs le facilitateur qui est un professeur d'histoire, notre maître de cérémonie, qui nous a rappelé des éléments importants relatifs à la négritude, tels que le concevait Senghor. Mais la culture, en tout état de cause, est un élément structurant et fondateur de toute société et de tout être humain. Donc, c'est un espace aussi qui se prête au dialogue relatif à la culture, au sport, évidemment, mais également à la politique. Bon, je ne vous ai pas vu vous présenter comme vous devriez le faire, voulant abriter le débat entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le Premier ministre Amadou Ba. Ce serait un bel espace également. Bon, je sais qu'il y a le docteur Cheikh Diallo qui se propose, mais également d'autres débats devraient se tenir ici. J'espère d'ailleurs que ce débat-là va se tenir. J'espère que ce débat va se tenir et qu'il n'y aura pas de yollekou, comme on dit, possible. Quand deux citoyens, Premier ministre, veulent débattre, je pense que c'est entre deux citoyens, ce débat-là doit se faire. Parce qu'il faut qu'on fasse avancer notre pratique, notre praxis politique. Que les Sénégalais, en langue nationale, en langue officielle, qui aspirent à nous diriger, puissent s'asseoir et débattre. C'est l'occasion, je crois que j'ai entendu le Premier ministre Amadou Ba dire qu'il est d'accord
à moins qu'il y ait eu encore des réserves. Mais on demande au CNRA vraiment de se mettre à côté et de laisser deux individus débattre. Je peux débattre avec qui je veux ici. Donc j'invite vraiment les deux premiers ministres. Je crois que le premier ministre en exercice, lui, a clairement dit qu'il est disponible. Il y a deux dates. Et il faut que Amadouba, ce n'est pas possible qu'il vienne débattre, que l'on sache exactement quelles sont ses positions, ses idées, et que les Sénégalais puissent être édifiés. Donc, vous pouvez également, de ce point de vue-là, abriter le débat politique, le débat culturel, le débat sportif, mais également avoir des interactions avec la jeunesse. Vous nous aviez dit que, je crois que c'était hier, vous avez abrité la présentation d'un livre d'un jeune, et je salue ce type d'initiative. En tout cas, la perception que les Sénégalais en ont, d'une manière générale, c'est qu'ils voudraient que cette maison de la presse qui porte le titre d'un illustre intellectuel, d'un illustre patriote au véritable sens du mot, Babacar Touré, il serait depuis le paradis où il est, parce que je n'ai aucun doute qu'il y ait, il observerait avec beaucoup de bienveillance cette maison qui porte son nom, fleurir et offrir justement au public sénégalais des débats de qualité. Voilà ce que je voulais dire à cette étape-ci. Et j'invite toutes les questions d'intérêt qui voudront bien m'être posées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le haut représentant du président de la République. Merci beaucoup pour ces mots. Donc nous allons passer par les questions-réponses. Monsieur Moussa Niamale, qui va poser 5 questions à notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci. Madame le haut représentant du président de la République, Monsieur le directeur général de la maison de presse Boubacar Touré, chers invités d'honneur, chers invités, chers journalistes, je m'appelle Moussa Niamele. C'est avec un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui afin de poser quelques questions à Madame Aminata Touré. Alors, Madame, la première question. Qu'est-ce qui vous a plus marqué sur votre parcours académique ? Merci. C'est difficile de s'arrêter sur un point particulier parce que, comme vous le savez, vous avez fait des études aussi, quand vous passez à l'entrée en 6e, vous êtes heureux d'avoir réussi à l'entrée en 6e. Ensuite, quand vous réussissez au BFM, vous êtes heureux au bac, etc., ainsi de suite. Donc, c'est difficile, mais il est clair que le baccalauréat, c'est un moment aussi qu'on apprécie particulièrement, mais j'ai aussi apprécié d'avoir été lauréate du concours général. Est-ce que ça, on vous le rappelle? Mais je crois que toutes les étapes éducatives ont chacune eu un impact sur ma personnalité. Mais évidemment, les études universitaires, c'est des moments de pratique aussi politique, parce que notre période était très politique à l'époque. Et mon engagement politique, il date déjà du lycée, mais il s'est intensifié durant mes études universitaires en France, où les débats politiques sur des questions comme l'apartheid à l'époque, ou la Palestine, ou toutes les questions liées au tiers-monde, c'était des périodes de grande effervescence intellectuelle. Et puis j'ai fait mon doctorat beaucoup plus tard, quand j'étais déjà mère de famille. Ça également, c'est un appel aux professionnels pour qu'ils continuent à rechercher le savoir, quelles que soient les contraintes. On doit pouvoir pousser le plus loin possible
voilà, sa recherche de connaissances. Donc, c'est plusieurs étapes comme ça, et je crois que, voilà, Monsieur le Président du Haut Conseil, qui est un enseignant, sera d'accord avec moi sur cette question, que chaque étape est déterminante. Donc, mon conseil, parce que c'est ça aussi le but de nos échanges, ceux qui sont en 6e doivent être excellents pour aller en 5e, ainsi de suite, jusqu'à la fin du parcours. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci, madame. Alors, concernant votre parcours politique, est-ce que vous pouvez revenir sur vos débuts en politique? Mes débuts en politique, comme je l'ai dit, c'était une période assez animée, on va dire, du point de vue intellectuel. C'était les deux blocs. Vous avez lié le bloc soviétique, le bloc capitaliste. Vous aviez les foyers qui étaient politisés également, où voilà, on s'affrontait, mais avec les idées. Les universités, que ce soit à l'université de Dakar, tous les leaders que vous connaissez ont été des leaders de l'université de Dakar, mais également les universités européennes. Et voilà, j'ai eu une formation que j'estime solide, de gauche, où Moustapha Diémé, qui est juste à côté, pourrait en témoigner, puisque nous étions ensemble dans un parti de gauche, Andi Diouf, mais avant cela, moi-même, j'étais dans d'autres partis, où on considérait que le fameux concept de la lutte des classes était l'élément dominant. Voilà, tous ces concepts-là ont cédé la place, disons, à des idéologies plus collaboratives, on va dire, pour ainsi dire. La démocratie est venue mettre voilà, un peu plus de bémol sur ces idéologies. Mais c'était dans un moment aussi où certains pays n'étaient pas encore indépendants, où il y a eu la guerre de libération en Guinée-Bissau, en Angola, je l'ai dit, la lutte contre l'apartheid. Donc, on était également nourris par tous ces combats quand on était jeune, et on ne le perd pas. Qui nous attirait à cette époque-là, et beaucoup de progrès ont été faits. Il faut aussi rendre hommage, voilà, à cette école-là qui a formé beaucoup de cadres et qui a évolué évidemment sous des formes beaucoup plus conciliantes, on va dire. Merci. Merci beaucoup, Moussa. Donc nous allons accueillir M. Ndiaye Abdoulatif, qui va aussi poser ses questions aux représentants du président de la République. M. Ndiaye. Bonjour l'assistance, bonjour tout le monde, chacun en ses rangs et titres. Bonjour Madame l'ancien Premier ministre du Sénégal, une sœur à moi, Soukaï Mbaye est une sœur. Elhadj Malick Mbaye, que vous avez fait venir des États-Unis aussi, est un frère, et les Pape Khaligna. Bon, je suis le secrétaire général de l'UPF Sénégal. Je partage avec le directeur général le bureau exécutif de l'UPF, dont il est le premier vice-président. Et au nom de toute la presse, nous tenons à le féliciter. Parce que depuis qu'il a été installé, il ne cesse que de prendre des initiatives, toujours dans le bon sens, et des initiatives inclusives. Vraiment, nous tenons à le féliciter et lui souhaitons plein succès. Bon, je n'ai que 2 voire 3 questions. La première, Madame le haut représentant, pourquoi vous avez quitté l'APR? C'est ma première question. Mais ça, c'est comme si ça s'était passé il y a un siècle d'ailleurs, parce que ça a été une accélération du changement, une improbabilité qui s'est réalisée, parce que, évidemment, la divergence fondamentale, c'était sur le 3e mandat. Et c'est cette aspiration au 3e mandat qui a amené toutes les catastrophes auxquelles on a assisté par la suite. Mais c'est une page qui est tournée, qui fait partie de mon histoire politique, évidemment, que j'assume, puisque nous avions gagné en 2012 avec beaucoup d'effervescence, etc. Mais ce que je peux retenir de cela, c'est que j'ai la chance de pouvoir dire attention, ça va mener à un endroit voilà, non souhaitable. C'est-à-dire on tire de ces expériences-là également disons, une expérience
voilà, qui est telle qu'elle était. Mais je peux vous dire en résumé que c'est la question sur le troisième mandat. J'étais assez iconoclaste quand j'étais à l'APR parce que je pense que nous étions pas beaucoup de la gauche. Il y avait Maritaonia, bien sûr, qui lui n'y est pas resté. Je crois que la seule personne de gauche qui est restée à l'APR, je vais le taquiner, c'est Mahmoud Saleh. Mais lui, il y a longtemps qu'il n'était plus à gauche. Il le prendra, je suis sûr, avec beaucoup d'humour. Voilà, donc nous sommes toujours restés voilà, avec nos convictions de départ dans voilà, un appareil politique qui était arrivé à, je crois, à expiration, si on peut dire, parce que la question du troisième mandat était une question complètement anachronique. Parce que quand le président Abdoulaye Wade lui-même n'a pas pu gagner avec le troisième mandat, l'envisager 10 ans après, c'était d'un anachronisme voilà, irréaliste. Et en résumé, je crois que c'est ça. Merci, madame. Bon, la deuxième question. Bon, beaucoup d'économistes soutiennent qu'il y a des similitudes entre le PSE et le référentiel Sénégal 2050. Quelle est réellement la ligne de démarcation entre ces deux plans? Vous savez, c'est une question d'aspiration. Je pense que vous soyez voilà, de gauche, de droite, du centre, en tant qu'Africain, je crois qu'il y a une chose qu'on partage, c'est qu'il faut éradiquer la pauvreté en Afrique. Ça, il ne peut pas y avoir de divergence entre les différentes écoles de pensée. Qu'il faille mettre tous les enfants à l'école, qu'il faille pouvoir soigner les Sénégalais, qu'on puisse avoir accès au minimum de services sociaux, que chaque Sénégalais puisse vivre dignement, habiter dans un logement décent, vous n'allez jamais avoir de divergence sur ces questions-là. Je ne vois pas. Donc la question, elle n'est pas là-bas. La question est comment on va y arriver. C'est là où on est divergent. Comment on va y arriver? Je crois que la première des choses, ça a été clairement dit, c'est par la bonne gouvernance. Et je crois que l'échec fondamental, à mon avis, de l'expérience, voilà, surtout dans son dernier mandat voilà, de l'APR et de Benno Bokk Yakaar, c'est sur la question de la corruption débridée. Donc, comment on va faire la différence? Je crois que très clairement, dans le document Sénégal 2025, il est dit que la référence, c'est d'abord la bonne gouvernance, c'est de s'assurer qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place et c'était la super priorité. Je crois que c'est une grande différence. Merci, madame. L'autre différence, il y en a, c'est pas la seule d'ailleurs, c'est de s'assurer que le Sénégal pourra de plus en plus compter sur lui-même. Vous ne pouvez pas financer tout ce que j'ai dit, voilà, l'accès à l'école, à la santé, etc., en empruntant. Vous avez vu où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec un taux d'emprunt qui dépasse très largement les normes économiques classiques. Ça veut dire, et ça a été clairement indiqué, qu'il va falloir élargir les possibilités de mobilisation des ressources internes. La souveraineté, elle commence par trouver de manière interne les possibilités pour financer son propre développement. On ne dit pas que vous n'avez pas besoin de ressources additionnelles, personne ne dit ça. Mais si vous comptez baser votre développement uniquement sur un apport de ressources extérieures, mais vous perdez votre souveraineté, c'est évident. Vous êtes à la merci des agences de notation qui vous descendent, voilà, des pays qui vous posent des conditions pour accéder au financement. Donc ça, je vois que c'est pour moi une rupture fondamentale. Je considère également que la volonté de rationaliser les dépenses publiques est une différence fondamentale. On a d'abord commencé par diminuer la taille du gouvernement au lieu de l'augmenter. Pourtant, dans les partis, vous avez toujours, bien sûr, des aspirations. Nous tous, nous avons des cadres qui veulent participer, etc. Si on suit la tendance naturelle,
voilà, vous vous retrouvez avec des masses salariales incontrôlables et ce n'est pas possible. Donc la rationalisation annoncée également des ressources est une différence fondamentale. L'autre différence également, c'est l'approche implication des populations que moi j'ai perçue. J'ai entendu, et je le félicite pour ça, le ministre de l'Agriculture dire que son ambition, c'est d'avoir une coopérative dans chacune des 557 communes du pays. Coopératives agricoles ou des coopératives de production, parce qu'à Dakar, on ne va pas produire, on ne va pas cultiver, mais on peut produire. Donc, à mon avis, ceci est également une différence fondamentale, que tout ne vienne pas du haut pour être quasiment, je ne dirais pas imposé, mais en tout cas des recettes prêtes à porter venant du haut, mais plutôt une dynamique qui vient du bas avec l'objectif d'accroître la participation citoyenne à la production. Ça, c'est également une approche tout à fait nouvelle que j'ai également perçue. Donc, les objectifs, à mon avis, sont très clairs. Évidemment, il faut balayer d'un revers de main la critique politicienne facile qui dit « oui, bon, 2025, c'est long ». Mais il faut avoir une perspective. Mais je crois que, et c'est clairement dit, à l'échelle du mandat déjà du président